I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Ce dimanche sera célébrée la Journée de la Terre, une date qui commémore le massacre de paysans palestiniens perpétré le 30 mars 1976 par la police de l'armée d'occupation, dirigée à l'époque par Yitzhak Rabin. Rabin, qui, rappelez-vous, en 1941, s'engageait au sein du Palmach, une structure sioniste. Rabin, qui sera plus tard célébré comme homme de paix. Depuis, la Palestine ancestrale retrécie comme une peau de chagrin. En dépit des massacres commis, les populations palestiniennes restent attachées à leur terre, notamment à Reza, se déplaçant du nord au sud, sans pour autant accepter de sortir de leur terre, de ces terres qui sont les leurs. Tous les procédés sont utilisés, destruction, massacre, famine. L'armée d'occupation a fait déplacer 1 400 000 personnes vers Rafah en leur disant qu'ils y seront en sécurité, alors que rien ne les attendait dans cette ville prévue pour accueillir 240 000 habitants. Rien ne les attendait, sinon des projets d'exode. Avec nous en ligne, Monsieur Raphaël Pitti. Merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes médecin urgentiste, spécialiste des zones de guerre, de la médecine d'urgence humanitaire. Monsieur Raphaël Pitti, vous êtes rendu 2 fois de suite à Reza. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu à Reza? Écoutez, c'est peut-être l'expérience la plus difficile et la plus dure de ma vie, sachant que j'ai été pendant très longtemps donc dans l'action humanitaire et dans des pays surtout en guerre. La Syrie, j'y suis allé 35 fois. Je suis allé en Ukraine 14 fois. Et à Gaza, je suis allé 2 fois. La première fois en janvier 2024. Et je faisais partie de la première mission médicale qui rentrait à l'intérieur de Gaza. Ça a été vraiment une longue attente, bien évidemment, de passer les différents barrages. Mais quand nous sommes rentrés à l'intérieur par le poste frontière de Rafah et que nous sommes rentrés dans la ville de Rafah, nous étions surpris par la population très très importante qui marchait, qui était désœuvrée dans les rues de Rafah. La ville de Rafah était passée de 200 000 habitants à 1 500 000 habitants et cette population n'avait pas été attendue et donc elle s'était créée des abris sur les trottoirs. Partout il y avait un espace, des tentes à la fois, mais il y avait surtout du plastique, des tapis, etc. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital européen, oui, il y avait aussi cette foule autour de l'hôpital européen, plus de 25 000 personnes qui étaient venues se réfugier autour de l'hôpital européen. Nous avons été reconnus et à ce moment-là, la foule était dans une joie extraordinaire de nous voir arriver. Nous étions comme des sauveteurs, ils nous accompagnaient, les enfants au travers de notre véhicule, les enfants nous faisaient le signe de la victoire, ils nous demandaient si les Israéliens nous avaient laissé rentrer et devant la porte de l'hôpital, tout le staff était sorti pour nous accueillir. C'était un moment d'une très très forte émotion où nous nous sommes embrassés les uns avec les autres, ils se sentaient abandonnés depuis le mois d'octobre et vraiment nous apparaissions comme un espoir, une espérance pour eux.
À l'hôpital européen, justement, docteur Raphaël Pitti, vous expliquez que le lieu s'était transformé en abri pour la population palestinienne. Vous disiez également dans l'une de vos interviews que face au manque que vous avez rencontré, vous vous êtes vu contraint de passer au triage inversé. Oui, c'est une expérience terrible. Je vous l'ai dit tout au début, c'était une très très difficile expérience pour moi sur le plan médical. L'hôpital manquait de tout. Nous n'avions pas eu le droit, pour ce qui nous concernait, nous, notre équipe médicale, d'apporter plus de 23 kilos de médicaments essentiellement et de matériel aussi chirurgical. Et bien évidemment, tout ça a été très très vite consommé, compte tenu du nombre de blessés qu'il y avait, compte tenu de l'afflux de personnes qui venaient au niveau des services des urgences parce qu'ils étaient à la recherche de consultations médicales pour des problèmes à la fois saisonniers, de pathologies aiguës, de pathologies chroniques. L'hôpital était totalement envahi et dans cette situation-là, nous recevions les blessés des bombardements, des snipers, des drones aussi. Et nous étions obligés de les soigner à même le sol. Donc très vite, nous avons manqué de médicaments, de morphine, d'anesthésie. Et nous étions dans l'obligation, bien évidemment, de faire un tri. Et dans ce tri, en sachant, compte tenu du fait que nous étions en situation dégradée, que les blessés les plus graves, il fallait qu'on les abandonne. Si ça m'est arrivé dans ma carrière, bien évidemment, de le faire, c'était quand même très rare. Et c'est bien la première fois devant cette situation dans laquelle j'ai été confronté. C'est cela. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile sur le plan éthique et sur le plan psychologique pour un médecin d'être dans cette situation. De choisir, c'est cela le triage inversé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans le triage inversé, vous laissez les blessés les plus graves, vous les laissez mourir pour ne prendre que ceux dont vous êtes sûr de pouvoir les soigner et surtout avec peu de moyens. Vous disiez également, vous expliquiez que tous les blessés du crâne visés par des snipers israéliens étaient laissés pour morts en dépit des capacités de récupération. Bien évidemment, le crâne est extrêmement plastique et donc tant qu'on n'a pas mis en place les procédures de prise en charge avec l'anesthésie générale pendant au moins 3 jours, un certain nombre de recommandations qui sont faites sur le plan international, personne ne peut savoir si le crâne n'a pas une possibilité de récupérer. Mais là, nous avions fait le choix, du fait même que la réanimation ne comptait que 8 lits, et qu'elle était déjà encombrée, nous ne pouvions pas, et que nous n'avions pas aussi de matériel d'anesthésie pour les endormir. Et donc, il fallait faire des choix, et le choix, c'était de les laisser mourir. Les snipers visaient donc volontairement la tête des Palestiniens? Absolument, absolument. Et pour ce qui concerne les journalistes qui avaient des casques sur la tête, ils tiraient le coup. Aucune possibilité de pouvoir venir en aide aux blessés. C'est ça, absolument. Il y avait une vraie volonté de tuer. Monsieur Raphaël Pitti, face à une situation désastreuse, face à une famine, des blessés qui ne se comptent plus, le plus effrayant, c'est cette impuissance à venir en aide. C'est ce qui ressort de la plupart des témoignages que vous aviez accordés. Ça l'est encore aujourd'hui. Nous avons créé un collectif d'ONG internationales et nous nous rencontrons toutes les semaines pour discuter de la situation. Aujourd'hui, les Israéliens ont rompu la trêve qui permettait l'échange des prisonniers et des otages, bien sûr. Ils permettaient aussi en même temps le ravitaillement à l'intérieur de Gaza. Ça permettait une période de repos où on pouvait réhabiliter à la fois sur le plan sanitaire, etc., lutter contre la dénutrition des enfants et tout. Et d'un seul coup, les Israéliens ont pris l'initiative d'arrêter, d'exiger la libération totale des otages. Et en même temps, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé la nourriture. Et de plus, ils ne nous laissent pas rentrer. C'est ça. C'est ça. Comment réagissez-vous ou comment aviez-vous réagi aux récentes frappes? Des hôpitaux sont pris pour cible et ce qu'il y a de plus particulier, c'est ces urgences qui sont pris pour cible. Les blessés vont dans un premier temps aux urgences. Donc il y a une volonté délibérée de les exterminer. En tout cas, il y a une volonté de massacrer la population maintenant, avec une violence extrême, jusqu'à leur couper la nourriture, si vous voulez, l'eau potable, etc.
Et donc, on est dans une situation qui est inacceptable sur le plan humanitaire, inacceptable à tous les points de vue. J'en appelle à tous les gouvernements qui ont encore foi dans le droit humanitaire international à rappeler nos ambassadeurs, parce que c'est vraiment très important de montrer que l'État d'Israël est un État paria qui s'est mis en dehors de la communauté internationale. C'est la moindre des choses que nous puissions faire, d'isoler complètement le gouvernement israélien sur le plan international. Monsieur Raphaël Pitti, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, spécialiste des zones de guerre en médecine d'urgence, humaniste. Vous êtes rendu 2 fois à Reza, plusieurs fois dans des zones de conflit, de guerre telles que la Syrie ou encore l'Ukraine, nous disiez-vous en début de cet entretien. Vous en appelez aux politiques. Est-ce qu'il vous semble que votre appel soit audible aujourd'hui? Écoutez, il ne l'est pas du tout. Comme il ne l'a pas été en Syrie pendant ces 10 ans, et tous les massacres qui ont pu exister, avec l'utilisation des gaz chimiques, etc., et le chlore, ou l'utilisation d'armes totalement interdites, on se retrouve devant la même situation. Les États regardent ailleurs et laissent faire. Elles peuvent condamner du bout du nez, oui. Mais pour autant, il n'y a pas d'action concrète, véritablement concrète, pour empêcher ce qui est en train de se passer. C'est une régression de notre humanité. Vous vous êtes rendu à Rafah, la situation n'était pas meilleure quand vous étiez. Rafah, pourtant, un lieu censé, à l'époque, être sécurisé. C'est faux. Gaza ne l'a pas été. Il leur a permis pendant un certain temps de dégager la population du Nord de manière à détruire et à créer une situation de no man's land. La ville de Khan Younes complètement détruite, complètement dévastée, comme si ça avait été un cyclone qui était passé dessus. Et Rafah, une fois que cela a été fait dans le nord, ils ont autorisé la population du sud à aller vers le nord, ils ont obligé à se déplacer et ils ont commencé à bombarder Rafah à son tour, y compris au niveau du poste frontière. Je suis sorti le 6 mai 2024. 2 heures après, les chars israéliens étaient au poste frontière de Rafah qu'ils ont complètement détruit. Mais alors, laissez-moi vous poser cette question. Lors de cet entretien, nous avons évoqué des expressions telles que volonté d'exterminer une population entière. Ces expressions sont prononcées avec beaucoup de précaution quand il s'agit d'expliquer qu'il y a une volonté ou une intention génocidaire, monsieur Raphaël Pitti. Comment réagissez-vous à cette réticence ? Écoutez, il y a la différence qu'il peut y avoir entre le mot massacre et le mot génocide, vous venez de le dire, c'est l'intention. Alors, on est devant, en tous les cas, une volonté de massacrer la population. Et maintenant, c'est beaucoup plus évident que ça ne pouvait l'être auparavant. Là, maintenant, le fait de couper l'électricité, le fait de couper la nourriture, de détruire les hôpitaux comme l'hôpital Al-Nasser qui a été détruit. Dans cette situation-là, maintenant, il y a une vraie volonté de massacrer la population, persuadée qu'elle va, à ce moment-là, libérer les otages, comme si la population palestinienne était responsable des otages. Absolument pas. Je n'ai jamais vu le Hamas dans les rues, je n'ai jamais vu le Hamas de quelque manière que ce soit. Il est certainement au milieu de la population, c'est certain, bien évidemment, mais c'est lui qui mène son combat vis-à-vis des forces israéliennes. Et les Israéliennes, elles, se concentrent sur la population, persuadées qu'elle a un pouvoir sur le Hamas. C'est faux. Pilonner la bande de Reza avec autant de tonnes d'armement ne va pas pour autant protéger les prisonniers du Hamas. Mais absolument. Absolument. Il y a déjà eu, le Hamas a dit qu'il y avait 2 prisonniers qui avaient déjà été tués et un 3e blessé. Je pense, au stade où nous en sommes, je pense que les otages n'ont aucune importance pour le gouvernement fasciste, nazi, comme vous voulez, d'extrême droite israélien. Il y a une volonté de déshumaniser la population palestinienne. C'est ainsi que vous avez décrit ce que vous avez vu à Reza. Comment cette déshumanisation s'exprime-t-elle ? Par le fait même qu'ils n'ont pas d'abri, qu'ils sont faits on a l'impression d'un vaste camp de bidonvilles, fait de tout et de n'importe quoi, une population complètement désœuvrée, qui n'a pas d'argent, qui cherche de la nourriture de matin au soir, une population qui ne sait pas où se soigner, il n'y a plus d'éducation, plus d'enseignement, plus de vie sociale, on les a complètement déshumanisés. Il n'y a pas pire pour moi que de tuer quelqu'un, c'est surtout de lui enlever sa dignité.
Aujourd'hui, les Israéliens tentent de supprimer la dignité des Palestiniens. Et pourtant, la population razaoui est l'une des plus éduquées au monde. Le taux de scolarisation de la population razaoui avait atteint avant la guerre les 99% avec un taux de succès total. N'est-ce pas cela ce qui est visé, Dr Raphaël Pitti? À tout point de vue, je pense que c'est l'éducation, c'est la culture, c'est vraiment, bien évidemment, tout cela se rajoute et nous amène progressivement vers le génocide, c'est-à-dire vers la disparition d'une population homogène, authentique, etc. Bien évidemment, on s'y rapproche, mais je ne suis pas juriste, alors laissons les juristes. Ce que je dénonce, c'est le massacre. Je dénonce le fait qu'on empêche l'éducation des jeunes. Je dénonce le manque de soins, je dénonce le fait qu'on affame. En tant qu'humanitaire, je ne peux témoigner que de ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu, je le dis, que ça plaise ou que ça plaise pas. Allons dans ce sens, si vous avez un message à faire passer aux politiques, aux décideurs qui, dans certains de leurs discours, parlent de déplacer une population entière pour faire de Reza un Eldorado, par exemple. Lequel serait ce message, Dr Raphaël Pitti? Que c'est un scandale, que ça n'est pas acceptable. C'est un crime contre l'humanité que de vouloir de force déplacer une population. Et alors, on va construire une riviera sur les milliers de morts. Qui irait volontiers aller se bronzer sur les plages de Gaza quand il sait qu'il y a eu tant de morts qui sont sous ses pieds? Et c'est une situation que vous connaissez fort bien puisque vous étiez en Algérie, Monsieur Raphaël Pitti. Et je rappelle à nos auditeurs que vous avez fait toutes vos études de médecine en Algérie entre 1963 et 1969, après être retourné une seconde fois. Alors, je vais vous dire les choses. Je suis né à Oran en Algérie. Je suis resté après l'indépendance. On est parti, bien évidemment, chassé en partie par l'OAS qui a créé une situation de panique, et bien évidemment nous sommes partis pour revenir en 63. Donc nous sommes partis en juillet 62, je suis retourné en janvier 63 et bien évidemment je suis resté en Algérie et ce sont les plus belles années de ma vie après l'indépendance et je dois le dire avec une grande fierté et je suis très heureux de dire que mes racines elles sont algériennes aussi et je les revendique. Monsieur Raphaël Pitti, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes médecin urgentiste, spécialiste de zones de guerre en médecine d'urgence humanitaire. Vous étiez à Reza. Merci beaucoup, Dr Raphaël Pitti, d'avoir accordé cet entretien à la radio algérienne. Merci à vous de m'avoir permis de témoigner. Au revoir. Au revoir, docteur. Zakaria Zubeidi, figure de la résistance palestinienne, a été libéré lors du 3e échange de prisonniers avec l'entité d'occupation. L'ancien commandant militaire, chef des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Zakaria Zubeidi, est considéré comme l'un des symboles de la seconde intifada palestinienne. Il a participé à plusieurs opérations contre les forces sionistes avant d'être emprisonné. En 2021, Zakaria Zubeidi et 5 autres Palestiniens s'échappent de la prison de Jerbour par un tunnel creusé pendant des mois. Pendant quelques jours, les 6 évadés ont fait vibrer les Palestiniens. Leur défi lancé aux autorités d'occupation a provoqué émotion et fierté. Zakaria Zubeidi, ex líder del grupo armado de las brigadas de los mártires al-Aqsa. Zakaria Zubeidi, المحكوم بالمؤبد يعانق الحرية اليوم. This is Zakaria Zubeidi. Mais qui est vraiment Zakaria Zubeidi? L'un des principaux dirigeants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa lors de la seconde intifada. تمكن الصياد من التنين الأسمر، اعتقلوه وضربوه وشتموه وشبحوه. ألهمت عيون زبيدي ورفاقه ال5 شعب بأكمله والتفوا حولهم كما تلف الأم وليدها. زكريا، ماذا فعلت أيها الشامخ في وجه السجان لترهب كيانا بأكمله؟
Avec nous en ligne à partir de Ramallah, Monsieur Zakaria Zubaydi. Saïd Zakaria Zubaydi, shukran li hudurikum ma'ana Saïdi. Zakaria Zubaydi, rappelons-le, est chef des brigades des martyrs de l'Aqsa. Saïd Zakaria Zubaydi, ma raddukum ala muhawala at-tahjir min Gaza? Depuis un siècle, notre peuple palestinien n'a cessé d'entendre des déclarations indépendamment de celles de Donald Trump. Il est désormais temps qu'il jouisse enfin de sa liberté par l'établissement de son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec El-Quds pour capitale. À mon sens, nul ne saurait nous imposer des projets venus d'ici et là. Le peuple palestinien aspire à la création de son État conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies qui lui ont été accordées par la communauté internationale. Vous êtes, Monsieur Zakaria Zubaydi, l'un des principaux dirigeants des brigades Shuhada al-Aqsa. La résistance menée est-elle la seule voie possible actuellement pour la création d'un État palestinien? أنتم السيد زكريا زبيدي من أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى بالضفة الغربية، هل تبقى المقاومة هي السبيل الوحيد للوصول إلى الدولة الفلسطينية أو لإقامة الدولة الفلسطينية؟ Depuis 1948 et jusqu'à ce jour, notre peuple palestinien résiste par tous les moyens et cette résistance demeurera globale jusqu'à ce qu'il recouvre sa liberté. Depuis cette même année, il subit une agression incessante sous des formes et à des rythmes variés. Je l'ai répété maintes fois, nul ne saurait arrêter le peuple palestinien car il est profondément enraciné. Le monde doit comprendre qu'il est grand temps pour lui d'obtenir sa liberté. Il est temps, oui, en effet, nous dites-vous, Monsieur Zakaria Zubaydi, mais au même moment, des politiques, des forces politiques disent le contraire. Ils pensent et précisent que les terres palestiniennes ne sont pas aux Palestiniens. Des gouvernements utilisent le langage politique. Un langage différent du vôtre, Monsieur Zakaria Zubaydi. آن الأوان ولكن في نفس الوقت قوات سياسية تقول عكس هذا، تقول بأن الأراضي الفلسطينية ليست للفلسطينيين. حكومات تتحدث بلغة السياسة وتقول العكس. L'essentiel est que ce n'est pas le peuple palestinien qui l'a dit. صحيح. Vous faites partie, Monsieur Zakaria Zubaydi, des 110 Palestiniens libérés dans le cadre d'un accord de trêve. Le 6 septembre 2021, vous réussissez à vous évader de la prison de Gilboa avec 5 autres prisonniers palestiniens par un tunnel que vous avez creusé. Comment avez-vous organisé cette opération? Une opération, faut-il le préciser, hors pair. أفرجت سلطات الاحتلال عنكم سيد زكريا زبيدي ضمن صفقة تبادل. أنتم أحد سجناء الستة من سجن جلبوع. العملية أطلق عليها اسم نفق الحرية. كيف خطط لهذه العملية؟ À l'origine, nous sommes entrés en prison pour notre liberté et nous l'avons cherché de l'intérieur avant d'en sortir. L'essentiel, c'est que lorsqu'une idée naît, son aboutissement devient inévitable. Pendant 9 mois, nous avons creusé jusqu'à ce que nous soyons enfin libres. Lorsqu'une idée se transforme en action, aucune force ne peut l'entraver. Notre peuple palestinien a été la cible d'une guerre d'extermination tant sur le plan militaire que politique. Il a besoin d'une puissance arabe et d'un appui arabe capable d'exercer une pression sur la politique mondiale. Qui a donné à cette entité son droit et sa garantie d'existence? Ce sont assurément les grandes puissances, et en premier lieu les États-Unis. Pour ce faire, il faudra mobiliser un soutien arabe et islamique total afin que nous puissions peser dans la balance et obtenir nos droits. Mais face à cette conjoncture arabe des plus préoccupantes, وما هو السبيل السيد زكريا زبيدي؟ le seul moyen d'en sortir demeure l'attachement indéfectible à la terre et la fermeté dans notre lutte. Car au final, le dragon est l'héritier légitime du sol, tandis que le chasseur finira par partir.
Le chasseur est un être sauvage qui traque non pas pour se nourrir, mais pour tuer. Il est donc étranger et voué à la disparition. Quant au facteur temps, vous le savez bien en Algérie, en ce sens que vous étiez le dragon et les Français, eux, étaient les chasseurs. Certes, il a fallu longtemps et le tribut était bien plus lourd que le nôtre, 1,5 million de martyrs. Le colonialisme français fut d'une brutalité extrême. Il s'est attaqué même à la langue, n'est-ce pas? Mais au bout du compte, le dragon est resté sur sa terre et le colonisateur s'en est allé. Ainsi, l'Algérie demeure un modèle pour le peuple palestinien. شكرا سيد زكريا زبيدي على هذا الحضور. وبلغ تحياتنا لأهلنا وشعبنا كل شعبنا في الجزائر. بارك الله فيك. شكرا سيد زكريا زبيدي. والآن العمق الوحيد الذي ما يزال يساند قضيتنا الفلسطينية هي الجزائر. شكرا. الله يبارك. مع السلامة. Zakaria Zubeidi, ex líder del grupo armado de las Brigadas de los Mártires Al-Aqsa. زكريا الزبيدي المحكوم بالمؤبد يعانق الحرية اليوم. As a hero. This is Zakaria Zubeidi. Mais qui est vraiment Zakaria Zubeidi? L'un des principaux dirigeants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa lors de la seconde intifada. تمكن الصياد من التنين الأسمر، اعتقلوه وضربوه وشتموه وشبحوه. ألهمت عيون زبيدي ورفاقه الخمسة شعب بأكمله والتفوا حولهم كما تلف الأم وليدها. زكريا، ماذا فعلت أيها الشامخ في وجه السجان لترهب كيانا بأكمله؟ Militante antisioniste, Sarah Katz a vécu à Raza pendant 2 ans et a soutenu la résistance des agriculteurs et des pêcheurs à Raza. Cette militante acharnée explique que Reza, c'est une toute petite enclave sur la côte proche-orientale de la Méditerranée, terriblement malmenée par l'histoire récente. Ce sont aussi des hommes et des femmes tournés vers la mer et la pêche, héritiers et héritières d'une histoire millénaire, un monde qui se bat en ce premier quart du XXIe siècle pour ne pas mourir. Comment est-il possible que des gens qui se disent les héritiers de l'extermination des Juifs puissent faire ça, un effort d'extermination sur une autre population? Il faut bien comprendre que cette façon de raconter l'histoire, elle est entièrement fausse. Avec nous en ligne, Madame Sarah Katz, merci d'accepter notre invitation. Madame Sarah Katz, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs qui nous suivent, aux auditeurs algériens? Oui, avec plaisir et bonjour aux auditeurs. Voilà, je m'appelle Sarah Katz. Je suis comme ceux qui ont l'oreille exercée sur les noms d'origine juive. Je suis française et j'ai eu l'honneur, je dois dire, de vivre à Gaza pendant 2 années, entre 2011 et 2014. Vous avez vécu à Raza jusqu'en 2014. La population que vous avez rencontrée, comment est-ce que vous pourriez la qualifier, Madame Sarah Katz? Ah, j'aime beaucoup votre question. C'est la question essentielle, parce que la question essentielle, c'est celle des gens qui habitent là. Eh bien, écoutez, j'ai vécu plus de 2 années là-bas, avec ma tête non couverte, avec mon nom juif, et je n'ai pas eu le moindre problème. Et quand je dis pas le moindre, c'est-à-dire même pas une réaction agacée ou une parole malveillante, rien du tout. La population de Gaza, elle est extrêmement diverse. Vous trouvez tout l'éventail politique possible. Enfin, Gaza, c'est une société tout à fait normale, mais qui est plongée dans une situation tout à fait anormale. C'est une population en cage. C'est une population normale, pas une situation normale. Une population anormale sous occupation. Sous une occupation qui démarre en 1948, qui se prolonge avec l'aide et la complicité de l'Occident et qui prend dans les dernières 20 ans, je dirais, à Gaza, un visage totalement inimaginable qui est celui d'un siège. Voilà. On a depuis 2007 une population, donc entre 2007 et 2023, qui était strictement enfermée.
Madame Sarah Katz, vous avez soutenu la résistance des agriculteurs et des pêcheurs de Reza. Les agriculteurs qui ont tenté de survivre à la récente guerre en fournissant le maximum à la population rezaoui qui a été affamée par tous les moyens. Quand vous dites soutenir la résistance des agriculteurs, cela sous-entend quoi précisément? Quels seraient les objectifs de ce soutien? Alors là, justement, peut-être c'est pas la même chose dans votre pays et dans le mien. Je parle pour l'instant de la responsabilité française. Jamais une occupation de cette brutalité qui viole totalement l'ensemble de la Charte des Nations Unies ne serait possible sans le soutien des pays dits riches, et donc en particulier du mien, de la France. Donc pour nous, pour moi, ce que signifie le soutien à la résistance gazaoui et en particulier à la volonté des agriculteurs de rester producteurs, c'est d'abord et avant tout le fait d'obtenir de notre gouvernement de l'obliger à arrêter sa complicité. Et puis, il faut faire savoir, faire comprendre qu'on a là-bas des gens, un peuple qui a, comme tous les autres peuples, le droit à l'autodétermination. Et puis, il faut les soutenir matériellement. Voilà, je dirais, c'est ces trois volets. Obtenir, je parle pour notre pays, de la France, qu'elle arrête sa complicité, faire savoir ce qu'il se passe réellement à Gaza et soutenir matériellement les Gazaouis parce qu'ils sont plongés dans une situation effroyable. Vous avez également indiqué soutenir les pêcheurs de Reza et vous avez pointé du doigt plus d'une fois l'acharnement de l'armée d'occupation contre les pêcheurs de Reza. Oui, alors justement, je voudrais dire à vos auditeurs, des images tournées en 2013-2014 sur les bateaux de pêche, sur les attaques par la marine de guerre israélienne sur des bateaux de pêche. On a enfin tiré un petit documentaire assez court de 24 minutes qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza ». Si vous tapez sur YouTube « Aimer la mer à Gaza », le film est en visionnage libre et vous allez comprendre sur ces quelques images beaucoup de choses. On est dans le cas d'un déni de droit absolu. Il y a un droit de la pêche, il y a un droit de la mer. Il a été pendant 25 ans, 30 ans, totalement ignoré, violé par la marine de guerre israélienne. L'idée générale, je crois qu'on peut comprendre de ce gouvernement fascisant d'Israël, c'est l'idée, les Gazaouis, il faut d'abord qu'ils ne soient pas une société, il faut d'abord qu'ils ne puissent pas produire, il ne faut pas qu'ils puissent produire leur nourriture, et alors là, on pourra les manipuler comme on veut. Et c'est contre ça que, en particulier, mais pas seulement, les agriculteurs et les pêcheurs luttent depuis maintenant quasiment un demi-siècle, et c'est pour ça qu'il faut les soutenir eux. Vous êtes resté à Reza pendant plus de 2 ans, vous avez rencontré la population razaoui, vous avez vécu avec eux dans une totale normalité, et vous me l'avez dit à moi d'ailleurs, vous avez remarqué une résistance particulière chez les Palestiniens. Vous m'aviez dit, Madame Sarah Katz, l'instruction chez les Palestiniens de Reza est primordiale. Absolument. Vous voyez bien, cette occupation absolument féroce et ce siège moyenâgeux posé sur Gaza a dégénéré, entre guillemets, il y a maintenant plus de 15 mois, en un génocide. Eh bien, en plein génocide, alors que la destruction totale de Gaza est en route, alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts, dès que les groupes d'habitants pouvaient se réunir et s'organiser en camp de déplacés, ils gardaient une détente pour faire l'école. Les images, vous pouvez aller sur le site ujfp.org, vous verrez des tas d'images de ce que c'est que de faire l'école sous une tente, sous la pluie, dans des conditions invraisemblables avec une population qui a faim, mais qui décide que l'éducation est première. C'est quelque chose qui est spécifique au peuple palestinien et spécifique aux Gazaouis et qui mérite le soutien du monde. Sarah Katz, vous me le disiez également, Katz est un nom qui a une tonalité tout à fait juive. Avez-vous eu des problèmes à Reza, Madame Sarah Katz ?
Et non, je tiens à le dire et à le redire, et je l'ai dit au fur et à mesure des conférences que je faisais quand je revenais, habitant à Gaza, je revenais vite fait en France pour raconter un peu ce qui se passait. Non, je n'ai pas eu le moindre, et j'insiste là-dessus, je n'ai pas eu le moindre problème. Il n'y a pas, quand on parle avec des Gazaouis, ils vont tous vous dire on n'a pas de problème avec les Juifs, on se bat contre l'occupation, on se bat pour nos droits sur nos terres. C'est complètement clair. Alors vous dites, l'antisémitisme est un crime, mais l'antisionisme n'est pas un crime en revanche. C'est ce que vous expliquez, Madame Sarah Katz. Alors je vais vous le faire encore un tout petit peu plus net. Oui. L'antisémitisme, c'est un crime parce que tous les racismes sont des crimes. Ça, c'est clair. Oui. Mais l'antisionisme, pour les gens épris de liberté, c'est un devoir. Il faut se battre contre toutes les idéologies suprémacistes. Le sionisme décide que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble et qu'il faut libérer un coin de terre pour eux. Ça, c'est inacceptable. Cette idée qu'on peut construire un monde pacifique avec des endroits où on décide qu'on est les rois, ce n'est pas possible. Donc le sionisme, c'est une idéologie, malheureusement, c'est une idéologie qui est l'enfant de l'Occident. Hein. Tout ça est né à la fin du 19e siècle, en même temps que le racisme systémique. Cette idée que, eh bien, on dispose des terres comme on en veut, le monde nous appartient, et si on veut s'installer quelque part, on chasse la population autochtone. Ce n'est pas acceptable. C'est ça. Madame Sarah Katz, vous parliez du racisme de façon globale, le racisme contre des musulmans. C'est ce que vous vouliez préciser en l'occurrence. Alors, je voudrais dire très fortement la chose suivante. Oui. Tous les racismes doivent être combattus. Tous les racismes puisent à la même idée, c'est-à-dire la recherche d'un bouc émissaire et le fait de stigmatiser une population. C'est en fait la même idéologie meurtrière. Donc, il faut se battre contre tous les racismes. Mais en France, en tout cas, le racisme qui est actuellement dominant et qui a même des aspects par moments soutenus étatiquement, c'est le racisme anti-musulman. Entre les deux guerres, en France, le racisme dominant a été l'antisémitisme. Ce n'est plus du tout le cas. Il faut continuer à se battre contre l'antisémitisme, comme il faut se battre contre tous les racismes. Mais il faut prendre conscience que se développe en Occident un racisme anti-musulman qui est porteur de guerre. Madame Sarah Katz, vous me racontiez quand vous étiez à Raza, de retour chez vous, sur le front de mer, vous aviez rencontré des jeunes qui vous ont raccompagné chez vous. Racontez à nos auditeurs dans quelles conditions cela s'est-il produit, que vous ont-ils dit à la fin? Voilà, c'est une anecdote qui est, à mon avis, extrêmement parlante. Il faut vous dire que quand j'ai commencé à vivre à Gaza, je recevais, y compris de la part de gens relativement éclairés, des mots inquiets disant « mais attention, qu'est-ce qui va t'arriver ?» Alors voilà, je veux vous raconter ça. Je suis à Gaza. À Gaza, l'occupation coupait l'électricité. Donc, imaginez une ville normale, et puis tout d'un coup, on n'y voit plus rien. Donc, moi, je rentrais d'un meeting politique, je marchais sur le bord de la route en me guidant sur la vague lueur que je voyais entre la route et puis le dehors de la route, et une voiture s'arrête avec 3 jeunes gens. Et ils me proposent de m'emmener. J'ai eu un instant d'hésitation, et je me suis dit, je fais confiance. Ils m'ont emmené exactement au pied de l'immeuble où j'habitais, à Talalawa, dans Gazaville. Oui. Alors je tends au conducteur la petite pièce de 1 shekel, qui est ce qu'on donne normalement quand on fait un trajet en voiture à Gaza. Oui. Il me répond, mais je ne suis pas un taxi, ne me donnez pas d'argent, s'il n'en est pas question. Je lui dis, mais je sais bien que vous n'êtes pas un taxi, mais j'ai bien vu que vous étiez dérouté pour m'emmener jusqu'à chez moi, donc prenez-le. Et il m'a répondu exactement ça. Il n'en est pas question. Je vous ai vu sur le bord de la route. Vous avez l'âge d'être ma mère. Et jamais je ne laisserai ma mère sur le bord de la route. Voilà. C'est ça, Gaza. C'est ça le Gaza qu'on essaye de tuer. Avez-vous eu le sentiment que la population razaoui, en dépit de tout ce qu'elle vit ou de tout ce qu'on lui impose comme restrictions, comme conditions inimaginables, comme encerclement, comme siège, avez-vous l'impression que cette population a eu à un quelconque moment envie de quitter ce territoire?
Alors peut-être je vais décevoir un peu vos auditeurs, mais je tiens à le dire très fermement. J'ai commencé là-dessus. Oui. Gaza, c'est une population normale. Vous allez trouver tous les modes de réaction à l'intérieur. Bien sûr, il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui veulent sortir. Et bien sûr qu'il y a des gens qui disent, quoi qu'il arrive, je mourrai sur place, mais je ne leur laisserai pas ma terre. Vous avez toutes les réactions. Oui. Ce qui est sûr, c'est que dans sa grande masse, la population défend sa terre. Ça, c'est incontestable. Maintenant, à Gaza, vous avez des gens de gauche, des gens de droite, vous avez des croyants, des incroyants, vous avez des gens formidables et puis vous avez des voleurs. Il y a eu pendant le génocide des profiteurs de guerre. Il ne s'agit pas de prétendre que Gaza est une population qui tombe de la lune et qui est complètement différente. Elle est exactement comme chez nous, comme chez vous. C'est-à-dire que vous allez trouver tous les réflexes. Mais le réflexe essentiel, c'est de dire, la Nakba, on sait ce que c'est, nos grands-parents nous l'ont expliqué et on ne bougera pas. Et c'est pour ça que dès que les bombardements ont été arrêtés, essentiellement arrêtés d'ailleurs parce qu'on continue de tuer, ils sont remontés, ceux qui avaient été chassés du nord, ils sont remontés sur le nord. Ils ne retrouvent que des gravats, mais ils s'installent dans les gravats pour dire, voilà, vous ne gagnerez pas là-dessus, nous ne bougerons pas. Vous avez passé, Madame Sarah Katz, 3 jours dans les geôles de l'occupation. Vous avez été passagère, la passagère française, c'est comme ça que l'on vous a qualifié à l'époque, de l'un des bateaux de la flottille pour la liberté, arraisonné illégalement en eau internationale à une quarantaine de miles de Gaza. Vous avez témoigné de la violence des soldats qui ont intercepté le bateau et de l'arbitraire total qui règne dans la prison de l'office d'immigration où vous avez été incarcéré et interrogé avant d'être, entre guillemets, déporté. Déporté a été mis entre guillemets volontairement. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Oui, vous avez très bien rappelé la chose, je ne vais pas la répéter, je vais juste vous en tirer quelques enseignements. Le premier enseignement qui m'a extrêmement frappé, c'est la méconnaissance des gens qu'on avait devant nous, qui étaient des jeunes. Ça change beaucoup avec la population française. Lorsque vous êtes en Israël, toute une partie de ceux qui travaillent sont jeunes. Eh bien, ils ne connaissaient rien de leur histoire. Quand je leur fais remarquer le mot déportation, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. C'est la façon dont on peut rendre une population totalement ignorante et la manipuler, c'est effrayant, c'est effrayant. Et ça doit nous éveiller pour nos populations aussi, nos pays aussi. Il faut développer la connaissance et l'esprit critique de la jeunesse. Oui. Alors comment avez-vous réagi? Après, que vous dire? Nous, on a été, je pense que les migrants qui arrivent en France et qui sont maltraités par la police française souffrent peut-être plus que ce que nous, on a souffert dans la prison. On était protégés par nos passeports. Ça ne veut pas dire que les copains en particulier les copains qui avaient besoin d'une médication, eux, ils ont été vraiment torturés. On te donne pas, on te donne la moitié, voilà. Ça a été vraiment de ce côté-là ignoble. Mais quand même, on n'a pas risqué énormément par rapport à ce que vivent les populations palestinienne. Madame Sarah Katz, vous avez parlé de cette jeunesse. À Gaza, il y avait des binationaux qui ont participé au massacre. Il y a une proportion importante de la population israélienne qui porte un double passeport et il y a des binationaux français. C'est une honte. C'est une honte qu'on ne leur demande pas de compte en tant que Français. Si vous avez des binationaux, imaginons, un binational russe qui combat en Ukraine, il va être incarcéré en France. On va pas laisser faire. Mais un binational israélien, franco-israélien, qui combat contre les Palestiniens, on ne lève pas le petit doigt. C'est un des exemples de ce soutien ignoble. Ce qui est finalement la dernière expression d'une colonisation qui veut être conquérante. Et ça, le fait que l'Occident soutienne cela de toutes les manières, y compris en ne demandant pas de compte aux binationaux coupables de crimes de guerre, ça nous montre tout le travail qu'on a devant nous. Avez-vous repris contact avec les Palestiniens que vous connaissiez à Gaza ou avec qui vous viviez à Gaza?
Mais bien sûr, je suis en contact et nous sommes à l'UJFP en contact quotidien. Encore une fois, je pousse beaucoup. On est en contact quotidien. On a réussi à soutenir toute une partie des projets, en particulier des projets scolarisation. On est en contact et je dois vous dire, je viens de passer 75 ans, je suis fatiguée. Je n'en pouvais plus de la peur chaque matin au réveil en ouvrant le téléphone et en me demandant si les copains proches étaient encore vivants. Alors c'est pas mieux quand c'est des gens qu'on connaît pas qui meurent, hein. C'est un massacre qui s'est passé. Quand on dit génocide, c'est un massacre. Mais voilà, on n'a pas perdu les copains les plus proches, mais ils ont perdu, eux, des dizaines de membres de leur famille. Oui. Voilà. Donc on est en contact quotidien. Ils nous disent là où il faudrait le plus aider et ils nous disent aussi comment eux, ils voient l'avenir. Madame Sarah Katz, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes militante antisioniste, vous avez vécu à Raza pendant près de 2 ans, réalisatrice du film documentaire Aimer la mer à Raza. Merci beaucoup, Madame Sarah Katz, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de radio française qui m'aurait ouvert les ondes comme vous. Merci, Madame, d'avoir été avec nous. Comment est-il possible que des gens qui se disent les héritiers de l'extermination des Juifs puissent faire ça, un effort d'extermination sur une autre population? Il faut bien comprendre que cette façon de raconter l'histoire, elle est entièrement fausse. Auront participé à ce programme Raphaël Pitti, humanitaire, médecin urgentiste, spécialiste des jeunes de guerre. Sarah Katz, militante antisioniste, réalisatrice du film documentaire Aimer Raza. Zakaria Zubaydi, commandant au grade de chef des brigades des martyrs de l'Aqsa. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Samiha Hali. Mrim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.